Débutons avec la date limite des transactions parce que c'est ça la grosse discussion. On est à une semaine exactement de la date limite des transactions et un nom qui fait grandement réagir à Montréal et encore plus depuis l'échange de Chris Tanev, l'effet domino sur David Savard et il y a maintenant une offre sur le mise au jeu plus. Est-ce que David Savard sera transigé? Oui ou non? Vous voyez les cotes. Le nom n'est pas très payant, mais pour ceux qui pensent que Kent Hughes aura son prix, ben vous aurez une superbe cote. Mais il n'aura pas son prix, Gonzo. Puis d'ailleurs, en tout cas, j'ai hâte de t'entendre là-dessus. Là. Je t'écoutais cette semaine, puis je pense qu'on n'est pas d'accord sur le cas David Savard. Non, on n'est pas d'accord, Max. Moi, je pense pas qu'il va être échangé, puis je veux pas non plus qu'il soit Mais pourquoi? échangé. Pourquoi est-ce qu'il serait échangé? Il n'est pas agent libre à la fin de l'année. Tu n'as aucune crainte de perdre ce gars-là pour rien. Tu n'as pas de relève à court terme à droite en défense, du moins pour ce qui t'amène David Savard. Dites-moi pas Logan Mailloux. Logan Mailloux s'en vient pas remplacer David Savard. Dites-moi pas Justin Barron. Justin Barron s'en vient pas remplacer David Savard. Puis que j'envoie un mentionner David Reinbacher, je dis pas que je crois pas au cas. David Reinbacher s'en vient pas bloquer les tirs que David Savard il bloque, puis gober les grosses minutes, puis être le clown dans le groupe chat, puis être un gars qui porte une lettre sur son chandail quand il y a des gars qui sont absents. David Savard, il n'y a aucune raison de précipiter la transaction David Savard pour Kent Hughes. Il est là l'an prochain. La seule façon pour moi que c'est acceptable d'échanger David Savard, c'est si tu as un espoir de qualité prêt à jouer là, qui est la seule raison qu'il ne joue pas, c'est parce qu'il est sur une équipe qui est de qualité devant lui et je ne vois pas qui va donner ça aux Canadiens. Ben, tu vois, je te rejoins sur certaines nuances de ton point, mais par contre, je garde tout le temps dans l'optique deux choses sur ce que je te dis. Il y a beaucoup de choses dans ce que tu as dit, là, mais on va commencer avec le côté l'année prochaine. Moi, il y a 33 ans, David Savard. Il a déjà été blessé 2 fois cette année. Ça veut dire quoi, ça? J'en ai 32. Ça veut dire quoi, ça? Non, mais j'ai peur, Marc. L'année prochaine, David Savard n'aura jamais eu un prix aussi élevé qu'il y a présentement à Montréal. Et d'accrocher une deuxième année à 3,5 millions pour un défenseur droitier qui a le profil sur mesure pour un gars qui est très en demande à la date limite des transactions, ça se paye. Si Kent Hughes a un choix de 2, oublie ça. David Savard reste à Montréal. Par contre, le rusé Kent Hughes, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse monter les enchères. Puis moi, quand je l'écoute, puis je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais j'entends beaucoup le même propos qu'on avait envers Artturi Lehkonen. Il n'est pas vraiment disponible. Il joue le hard to get. Quand il y a une équipe qui a mordu la poussière pour Tanev, puis qui finalement va peut-être mordre la poussière pour un autre, puis que c'est David Savard, ton choix qui va être le rendu le plan A, est-ce qu'il y a une équipe qui va cracher le choix de premier tour? Puis moi aussi, je prendrais l'espoir. Mais si l'espoir n'est pas là, puis que le choix de premier tour est là, ben après, le choix de premier tour, tu vas pouvoir le monnayer comme tu as fait, puis là, tu vas avoir des cartes dans ton jeu. Si tu as un choix de premier tour pour David Savard, dis-moi pas que tu ne pourras pas le trigger. Un deuxième choix, je suis d'accord. Un premier choix, je le prends. C'est que même la lumière, elle éteint. Non, justement, ta lumière, elle a éteint, Gonzo, parce qu'elle n'en revient pas de ce que tu viens de dire. On est comme à Woodstock 99. On vient de fermer les lumières sur Limp Bizkit. Là. Ça va faire. Non, je ne prends pas le choix de première ronde. Je prends pas le choix de première ronde. Non. Tu as parlé d'Artturi Lehkonen, là. Le Canadien n'est plus à la même étape qu'il était lorsqu'il a transigé Artturi Lehkonen. Tu as parlé de Kent Hughes. Le rusé Kent... J'aimais ça, par contre, le rusé Kent Hughes. Ça, on dirait que j'ai une idée de Photoshop en tête là, pour le rusé Kent Hughes. Là. Blague à part, le rusé Kent Hughes l'a dit à son point de presse de mi-saison. Cet été, on passe à une prochaine étape. C'est fini accumuler les choix de première ronde. Puis t'as beau avoir 3 choix de première ronde. Je te dis pas de l'accumuler. Tu vas le transiger. Ouais. Mais tu te mets des noisettes. Tu as déjà le choix que tu vas transiger. Tu as déjà celui de Winnipeg. Si ton choix n'est pas top 5, tu vas pouvoir le prendre. Tu as déjà tout ça. Et David Savard, ouais, mais si tu fais ça, c'est pour accélérer. En quoi tu accélères si l'an prochain, soudainement, tu es pogné parce que tu n'as plus de défense, parce que tu as envoyé un de tes bons défenseurs en David Savard? Tu as besoin de ce gars-là. Puis si on a peur qu'il se blesse l'an prochain puis que sa valeur est baissée, c'est pas grave. Tu vas le re-signer. Puis David Savard, là, tu peux le re-signer, probablement moins cher, et qu'il devienne progressivement un défenseur de troisième paire, un peu à l'image de Francis Bouillon il y a des années, un peu à l'image de Patrice Brisebois il y a des années. Il n'y a rien de mal à ça. Il est beaucoup plus utile à ton équipe que transiger. Je suis d'accord, je suis un fan de David Savard. J'aime beaucoup ce qu'il fait, j'aime beaucoup le côté vétéran, d'amener les kids, de payer pour eux, de faire le grand frère. Mais si tu es en reconstruction, tu dois faire des choix. Et avec le nombre de jeunes défenseurs qui sont là et qui s'en viennent, pas
pour moi, ça passe par Madison ou Savard. Lequel veux-tu garder entre les deux? Et je pense que l'état-major du Canadien de Montréal a identifié Madison. Donc, je crois que c'est David Savard. Puis vraiment, là, mon éclairage n'est pas d'accord avec moi. Non. 2 fois plutôt qu'une. Ça, c'est très pour les gens qui écoutent en format vidéo, ce commentaire. Je pense que c'est David Savard qui a la manette de mon Ouais, éclairage. il y a des fantômes chez les Gonzalez, ça a l'air. Ça va Mais faire. je suis curieux, par contre, comment ça tu penses que. C'est drôle. Moi, je pense tout le. Puis moi, j'aime les deux. Moi, tu connais mon amour des défenseurs offensifs au beau coup de patin à la Mike Madison. Ouais. Salutations à Jeff Petrie. Ceci étant dit, en raison de ce que le Canadien a dans les filières, pour moi, Mike Madison va partir de Montréal plus rapidement que David Savard. Je pense qu'aucun des deux est transigé à la date limite des transactions. Je pense même pas qu'aucun des deux part cet été. Tout va dépendre du début de saison l'an prochain. Et je pense éventuellement que Mike Madison va être appelé à quitter parce que à gauche, tu es bien rempli. Des profils de défenseurs qui vont éventuellement remplacer Mike Madison pour l'apport offensif, ça va s'emmener. Tu n'as rien qui équivaut à David Savard à droite, présentement. Tu n'as rien. Même Kovacevic ne remplit pas ce profil-là, personnellement. Non, ça ne m'étonnerait pas que ce soit lui qui quitte d'ailleurs à la date limite des transactions. Parce que je te dis pas que c'est Savard qui va avoir. Je ne pense pas que Kent Hughes aura son prix. Parce que quand on regarde le marché, là, à moins que finalement les Flyers soient capables d'aller chercher un gros prix, ou qu'on ait un espoir convoité, puis que finalement l'organisation cède aux Canadiens de Montréal, ça va prendre une offre qui va jeter le rusé Kent Hughes en bas de sa chaise pour sortir David Savard. Et c'est un peu ce qu'il avait fait avec les Lekonen à l'époque également. C'est juste que j'aime beaucoup la cote de 3,25. Je la trouve quand même assez généreuse pour le risque versus le rendement. Mais effectivement, il y a une possibilité. Pour Madison, pour moi, c'est un non catégorique. Pour vrai, je n'irais pas avec un oui sur Michael Madison. Le oui était combien pour Michael Madison? Je ne l'ai pas devant moi, mais c'était plus élevé c'était plus élevé que pour David Savard dans le cas de Mike Madison. Oui, c'est 5,50. Voilà. 5,50, tu vois. Ça ne vaut pas la peine. Si vous pensez réellement que c'est un oui, peut-être vous pouvez y aller, là, parce que, je veux dire, qui sommes-nous pour dire non à catégorique? Mais le oui, le non pour Michael Madison, ça ne vaut pas la peine. Mais le oui de David Savard a pas mal plus de chance. Je dis ça. Donc, est-ce que tu y vas avec un oui ou un non avec tout ça? Je mettrais une petite mise. Moi, s'il y a une équipe, non, mais s'il y a une équipe qui le veut réellement et qui pense que c'est ce gars-là qui a le profil d'un défenseur des séries éliminatoires puis qu'en plus, tu l'accroches pour une autre année à 3,5, ce qui est relativement gentil là, pour une équipe, pour un défenseur comme lui. Si une équipe paye, je pense que le Canadien n'aura pas le choix d'écouter. Tu es en reconstruction, tu as énormément de défenseurs. C'est plate, c'est un super bon vétéran. Mais des fois, il faut que tu regardes en avant. Puis oui, je comprends l'impact sur les jeunes défenseurs, les Mailloux, les Rhinebacker. Tu auras encore quand même un gars comme Michael Madison qui sera là. Puis tu vas identifier certains vétérans qui vont être là. Ils ne seront peut-être pas aussi solides que Savard, mais il faut passer à la prochaine étape et ça te prend des munitions pour accéder à tout ça. Vois-tu, je suis pas d'accord. Tant qu'à prendre le nom de David Savard avec une cote de 1,4, parce que écoute, ça va faire un beau old take expose sur Twitter si je suis dans le champ passé la semaine prochaine. Ça va même me faire plaisir de rejouer l'extrait. Bon, je me donne du travail. Je me donne du travail si jamais David Savard est échangé. Pendant que... Pour vrai, attends, ça n'a pas de sens. Là. C'est comme... Ça se branche, Gonzo, une lumière. Tu sais, mais elle est branchée, c'est ça l'affaire. Elle est branchée! Incroyable. Personnellement, désolé, là. Je préfère combiner un nom de David Savard à une autre offre de spéciale transaction et à aller voir ailleurs sur une autre petite mise. Est-ce Comme que laquelle? ce serait Il y en a plusieurs qui me tentent. Et je regarde Canadien présentement... Non, ailleurs. J'ai regardé pour mon plaisir personnel. Là, un petit Youssé Saros pas transigé à 1,3 conjugué à un petit David Savard non transigé. Ça, pour moi, ça donne quelque chose de très intéressant. Et je suis convaincu que les deux ne seront pas transigés. Écoute, je sais qu'il y a un historique là, chez les Prédateurs de Nashville. On le fait l'an passé, transiger des joueurs alors qu'on est en pleine course aux séries. Là, on n'est pas en course aux séries. On est en série. Et on est assez confortablement en série en raison de la séquence victorieuse qui est en cours au moment de l'enregistrement des Prédateurs de Nashville. Humble avis. Puis moi, ça fait longtemps que je suis de ceux qui pensent que Youssé Saros va malheureusement quitter Nashville. Je dis malheureusement parce que je suis un fan de Youssé Saros.
Il y a eu un temps, à un moment donné, où on pensait peut-être que c'est Yaroslav Askarov qui allait être transigé. Moi, je me suis toujours dit, pourquoi Nashville ferait ça? Jussi Saros, c'est dans la fin vingtaine. Tu arrives au moment où, au lieu de lui donner un gros contrat, tu dis, hey, on a le jeune qui s'en vient, c'est un bon moment de resetter, et tu le laisses aller avoir ses mauvaises années de trentaine sur le gros contrat ailleurs. Mais en ce moment, je trouve pas que c'est le bon moment pour transiger Jussi Saros, alors qu'il est ton MVP pour t'amener en série. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense que ça va être plus au repêchage pour Saros si on fait, parce qu'éventuellement, il va falloir faire un choix là, avec Askarov puis Saros. Puis c'est vrai qu'au début de l'année, on pensait que c'était Askarov qui partait. D'ailleurs, il y avait beaucoup de bruit à Montréal. Là. Il y en a qui salivaient déjà. Mais il y a les dominos aussi, Markstrom. Est-ce que Markstrom va partir d'ici à la date limite? Si oui, est-ce que ça va accélérer quoi que ce soit? Là, on entend même Linus Ullmark. Linus Ullmark, je pense que c'est un candidat qui va quitter également au repêchage plus que là. Fait qu'il y a un gros marché pour les gardiens de but. Puis à travers tout ça, j'ai le goût de t'amener chez le Canadien de Montréal à une échelle complètement différente. Mais Jake Allen, puis tu fais bien de le dire parce que les grosses cotes sont pas mal sur le oui et non pas sur le non. On a vu Michael Madison, on a vu également David Savard. Regardez pour ce qui est de Jake Allen, la cote la plus probable est celle du fait qu'il va rester à Montréal à 1,15. Le reste, vous allez faire sauter la banque. Là. Est-ce que Jake Allen est vraiment échangeable? Ça va dépendre si le Canadien veut garder une portion du salaire. Ça peut dépendre peut-être des petites blessures dans les prochains jours. Mais ça aussi, je serais porté à dire, Max, que pour moi, ça va être le Canadien de Montréal. Et à 1,15, ça ne vaut pas nécessairement la peine. Peut-être que je regarderai ailleurs. Ah, vois-tu, là, moi, j'ose, par contre, j'ose la stratégie Gonzo. Je vois pas comment l'Avalanche du Colorado s'en va à la guerre contre Connor Hellebuyck ou Jake Ottinger avec Alexander Georgiev puis Justus Annunen. Mes respects à Justus Annunen qui a blanchi les Blackhawks de Chicago, mais il affrontera pas les tirs-poids et Connor Bedard des Blackhawks de Chicago. Je voulais quand même pas manquer de respect à Connor Bedard au point de l'inclure dans les tirs-poids de Chicago. Là. Il est quand même celui qui récolte des points sur quelque chose comme 70 % de leur but présentement. Bref, vous avez vu la cote de l'Avalanche du Colorado. 9. Je ne vois pas comment l'Avalanche du Colorado ne va pas chercher un gardien. Je pense pas qu'ils sont... Tu sais, moi, j'ai dit un peu à la blague à notre ami Anthony Desaulniers aujourd'hui que j'aimerais ça voir l'Avalanche aller chercher Elvis Merzlikins. Je pense pas que l'Avalanche va aller chercher Elvis Merzlikins en raison du contrat. Mais on sait qu'Elvis a demandé à être transigé. Et pour moi, ce serait exactement le candidat idéal. Les Kings et l'Avalanche, pour moi, sont les deux candidats idéaux pour aller chercher Elvis Merzlikins parce qu'il vient pousser soit Georgiev, soit Talbot sans arriver puis être « je suis le gardien numéro 1 ». Juste assez pour le pousser et pas suffisamment un vrai numéro 2 pour que tu vas juste le chercher pour aider en saison. Je veux dire, mes respects à Jake Allen à ce stade de sa carrière, je le vois mal arriver puis obtenir des départs en série carrément. Mais je pense que c'est surtout du côté de l'Avalanche. On a besoin de terminer au moins deuxième. Présentement, troisième. L'Avalanche, pour moi, c'est plus intéressant que les Kings. Je pense que les Kings avec Riddick, puis là, les Kings, ça va être un club intéressant à regarder à la date limite parce que là, avec la perte d'Anderson en défense, qui est un gros morceau, dont on ne parle pas beaucoup, mais c'est un défenseur important, Mike Anderson, avec les Kings de Los Angeles et surtout avec Adrian Kempe. Là, ça te donne plus de marge de manœuvre également salariale pour devenir un acheteur. Ouais. Comment tu vas dépenser cet argent-là? Est-ce que tu veux un upgrade sur David Riddick? Puis surtout, est-ce que Jake Allen est un réel... Est-ce que vraiment c'est un gros upgrade sur David Riddick? Non, ça ne l'est pas. Pas tant. Fait Annunen, Allen, d'accord avec toi. La cote à 9 en plus. Puis s'il y en a qui se disent « Ouais, je pense que Colorado va regarder ailleurs », peut-être que la cote à 5,50 aussi là, peut être quelque chose d'intéressant. Parce que Colorado... c'est important qu'ils finissent deuxième parce qu'ils sont pas bons sur la route. Ils sont pas bons. Par rapport à eux-mêmes, là, je veux dire, là, ils sont légèrement au-dessus de 500. Ils ne sont pas catastrophiques. Là, mais pour la qualité de l'équipe, ils sont pas bons. Surtout quand on compare à domicile. L'équipe ne perd pas à domicile ou presque, puis ils jouent à peine au-dessus de 500 sur la route. Donc, pour eux, l'avantage de la glace au premier tour va être important. Tu ne veux pas être cette troisième équipe dans ce trio de puissance de la division centrale. Et là, présentement, ils sont troisième. Les Jets ont des matchs en main sur les Stars. Mais les Stars viennent de s'améliorer. Et moi, avec l'acquisition de Chris Tanev, les Stars, pour moi, ce sont les favoris dans la division centrale. Soudainement, je trouve que les Stars sont posés, balancés, sont profonds. Il y a un gros coffre arrière. C'est une belle auto usagée. Ça n'a pas de bon sens. Et tu veux tout de cette auto-là. Elle a été bien entretenue.
Mais l'Avalanche du Colorado, il faut qu'ils fassent quelque chose. Ils ont beau avoir les meilleurs joueurs de la division en McKinnon et Makar, ils ont malheureusement pas la profondeur présentement. Ouais, je suis d'accord. Bon, on en a souvent parlé de toute façon, tu sais, ils jouent déjà beaucoup trop là, tu sais, avec McKinnon et Rantanen, puis les gros joueurs là-bas, les Stars, c'est pas mal plus profond. Puis regarde, là, tu sais, Tyler Seguin est blessé. Qui on monte? Logan Stankoven qui brûlait la Ligue américaine. Il a marqué dans 3 matchs de suite. D'ailleurs, ça, c'est un bon pic dans vos poules s'il est encore au balotage. Ils ont la profondeur, ils ont des jeunes joueurs. C'est une équipe qui a bien utilisé le repêchage. Puis là, les joueurs arrivent à point. Moi, les Stars, on va en parler rendu là, mais c'est une des équipes que je vois faire un bon bout de chemin en séries éliminatoires. Puis tu ajoutes Chris Tanev à cette brigade qui est déjà solide. Ils vont faire peur, les Stars de Dallas. J'aimerais pas ça les attraper, en tout cas, en début de série. Là, c'est sûr que c'est pas une bonne nouvelle pour l'adversaire.